Pendant 160 millions d'années, les dinosaures ont parcouru la Terre. C'étaient les animaux terrestres les plus réussis qui soient. Et puis, il y a 65 millions d'années, ils ont disparu, en quelques instants. Géologiquement parlant, bien sûr. C'est un des plus grands mystères scientifiques. Que s'est-il donc passé ? Y a-t-il eu un changement catastrophique du climat terrestre? Une brutale augmentation de l'activité volcanique? Une maladie? Ou quelque chose de totalement différent? Il y a 200 ans, Paul Cuvier a établi l'idée d'extinction. Les mastodontes et d'autres animaux comme les tigres à dents de sabre se sont éteints, avance-t-il. Et cette idée ouvre la voie à l'étude de plantes et d'animaux encore plus anciens. L'étude des fossiles démontre que des espèces individuelles de créatures marines et terrestres disparaissent à des intervalles de 5 millions d'années. Mais de temps à autre, il semble y avoir eu des extinctions massives plus dramatiques, lorsque pratiquement tous les groupes de végétaux et d'animaux perdent un certain nombre de leurs membres. C'est le cas à la fin du Trias et à la fin du Jurassique. Et chacune de ces extinctions ouvre la porte à une nouvelle famille de dinosaures. Et puis, à la fin du Crétacé, survient une extinction qui met à jamais fin à leur règne. Ces extinctions massives sont des événements très spéciaux et tout à fait tragiques. Ce n'est pas seulement une espèce qui s'éteint, ça arrive tout le temps. Mais en général, on perd une espèce, une nouvelle évolue et l'ensemble de la famille perdure. Mais à présent, avec les grands félins, la plupart des grandes espèces se sont éteintes. Nous n'en récoltons pas d'autres et toute la famille des grands félins aura bientôt disparu. C'est ce qui est arrivé aux dinosaures. Les familles de dinosaures se sont éteintes. Aucune nouvelle espèce n'est apparue et ils ont disparu. Ce fut un horrible crime géologique. Qui extermine sans cesse les grandes espèces? Voyons quels sont les criminels potentiels. Le premier à suspecter, c'est l'environnement. Un changement du climat de la planète. Pendant l'ère des dinosaures, la température moyenne est nettement plus élevée qu'aujourd'hui. Si la température monte ou baisse de façon brutale, la vie végétale est perturbée et les animaux, surtout les grands animaux, disparaissent. Des glaciers pourraient être à l'origine de ce changement climatique. C'est une conséquence des mouvements des continents et des vents. De la glace s'est peut-être formée aux deux pôles, ce qui a rendu l'hiver incroyablement froid, et les dinosaures, dépourvus de poils ou de plumes, ont été dans l'impossibilité de maintenir leur température interne. Ou peut-être est-ce le contraire. Une intense activité volcanique, avec des éruptions de poussière incandescente dans l'atmosphère, qui aurait dissimulé les rayons du soleil. La catastrophe aurait été soudaine. Ou peut-être une théorie plus récente apporte-t-elle une réponse.
Quelque chose surgit du cosmos a pu heurter la Terre, soulevant une tornade de poussière, absorbant la chaleur du Soleil et gelant les dinosaures à mort. Quelque chose d'énorme, quelque chose bourré d'énergie, un astéroïde. Cette suggestion d'un astéroïde responsable de la mort des dinosaures date de 1980. Elle est avancée par une équipe de scientifiques de l'université de Berkeley, dirigée par le géologue Walter Alvarez. Dans les années 70, je travaillais en Italie avec un groupe d'autres géologues et géophysiciens sur un projet totalement étranger aux dinosaures. Nous mesurions et nous dations les inversions de champs magnétiques terrestres enregistrées dans une série de roches qui se sont déposées au fond de l'océan l'une après l'autre. En quelque sorte, un livre d'histoire de la Terre. Et pendant que nous nous occupions de ce travail, on passait sans arrêt près de cette très intéressante couche d'argile. J'en ai taillé un morceau que j'ai ramené chez moi. Vous pouvez vraiment voir ce qui se passe. Cette couche est la couche supérieure du Crétacé. Cela correspond au dernier jour des dinosaures. Cette couche-ci est la première couche du Tertiaire, après l'extinction des dinosaures, et entre elles se trouve cette couche d'une sorte d'argile rouge et verte. Et il nous semblait que cela avait des choses à nous dire. J'ai donc découpé ce morceau de roche que j'ai ramené chez moi. Je n'ai pas été le seul à le trouver intéressant. Je l'ai montré à mon père et on a décidé de voir si on pouvait découvrir l'origine de cette argile. Le père de Walter, feu Luis Alvarez, prix Nobel de physique, commence par essayer de dater la couche d'argile pour voir combien de temps il lui a fallu pour s'accumuler. Il découvre ainsi le premier indice de la théorie de l'impact. Il apprend que l'argile contient une énorme quantité de poussière cosmique, spécifiquement un métal semblable au platine appelé iridium. Alvarez sait que si l'iridium est rare sur Terre, il abonde par contre dans les astéroïdes et les comètes. C'est la preuve, dit-il, qu'un astéroïde géant est entré en collision avec la Terre. Nous en sommes finalement arrivés à l'idée que lors de l'impact, la poussière et les gouttelettes projetées hors de l'atmosphère et dispersées tout autour de la planète l'auraient rendu à ce point sombre que la photosynthèse se serait arrêtée, que les chaînes alimentaires auraient été détruites et que la famine serait à l'origine de l'extinction lorsque la nourriture s'est épuisée. Quelques heures après l'impact, d'après le groupe Alvarez, un énorme nuage de poussière vient envelopper la Terre. Sous le nuage, le jour se change en nuit permanente. Les sources de nourriture s'épuisent. Les dinosaures et les millions d'autres créatures périssent de froid dans cette nuit sans fin.
Que signifie donc tout cela? Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous dit en fait que l'évolution était un peu plus que ce qu'en avait compris Darwin. Darwin était dans le bon, mais il ignorait une partie de l'histoire. Darwin a dit que pour qu'une espèce survive, prospère et se reproduise, il faut qu'elle soit bien adaptée. Il fallait qu'elle soit douée pour vivre dans le monde qu'elle habitait. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que bien sûr, c'est vrai, c'est absolument vrai, mais en plus, il y a occasionnellement une mauvaise journée, lorsqu'un énorme rocher tombe du ciel et vient bouleverser l'environnement. L'idée des dinosaures victimes d'un coup au but sur la planète Terre fascine et fait froid dans le dos. Mais est-ce possible? Notre enquête commence dans le sud du Montana. Les roches y ont gardé le souvenir de ce qu'était la Terre juste avant la disparition des dinosaures. Nous allons vous aligner sur les affleurements pour faire le relevé. Vous serez distant de plus ou moins 3 à 5 mètres et vous allez marcher lentement sur les affleurements en cherchant des fossiles. Lorsque vous trouverez quelque chose que vous... Diane Gabriel et David Fatowski amènent ces volontaires au parc national de Marochika pour compter des os. Avec leur aide, ils espèrent résoudre une question envahissante. La mort des dinosaures a-t-elle été aussi soudaine que le suggère l'hypothèse de l'impact, ou ont-ils disparu petit à petit en l'espace de plusieurs millions d'années? Il n'y a jamais eu de réponse satisfaisante à cette question, car on n'a jamais, pour autant que faire se peut, calculé avec précision le nombre de dinosaures vivants à des époques déterminées. David Fatowski et Diane Gabriel décident de compter les os un par un. Remember to stay in line as much as possible. S'ils ont choisi ce site, c'est parce que les roches y sont truffées d'ossements qui remontent à la toute fin du règne des dinosaures, les 3 derniers millions d'années d'une période de l'histoire de la Terre connue sous le nom de Crétacé. La frontière entre le Crétacé et la période tertiaire qui suit est visualisée ici par une bande bleue qui file à travers le rocher. Au-dessus de cette démarcation, on ne trouve pas de restes de dinosaures. Mais en dessous, il y en a partout. Il faut de la patience et un regard aiguisé pour repérer un os à demi enfoui dans la roche. Bone! We have bone, yes! Okay, we'll be right there. We're on our way, Jackie. Oh, it looks like a claw. Oh, wow. Isn't that nice? Wow. Oh, really nice. Yeah, it looks like an ornithomimid to me. One of those ostrich-like dinosaurs. Oh, yeah. Yeah. What'd you find? We found an ornithomimid claw. Well, that's terrific. Real nice. Well, what do you think? Chaque découverte est méticuleusement enregistrée. Type, position et genre de roche qu'il a conservé. Yeah, medium grain cross-stratified sandstone. Pendant les 3 dernières années, David Fatowski, Diane Gabriel et leurs collègues ont compté des os et ont réalisé le plus complet recensement de dinosaures jamais entrepris. Ils ont enregistré 4600 spécimens provenant de plus de 600 sites. D'après leurs indices, jusqu'à la fin du Crétacé, les dinosaures se portent plutôt bien. L'animal prédominant trouvé dans notre relevé est le Tricératops. Les cératopsiens abondent réellement à la fin du Crétacé. Les suivants sont les dinosaures à bec de canard, probablement le Edmontosaure. Nous avons trouvé des ornithominidés en nombre, mais nous avons aussi trouvé beaucoup de petits carnivores, des charognards qui passent après que les autres ont tué. Et on a aussi du Tyrannosaurus rex. Il ne semble pas y avoir de preuve d'un déclin graduel. En fait, notre étude démontre qu'en termes géologiques, leur extinction a été instantanée.
Les échelles du temps dinosaurien sont immenses. Instantané signifie ici 250 000 ans. Mais il faut plus de preuves pour étayer la théorie d'un impact d'astéroïdes. À quel point est-ce vraisemblable? Une fois par mois, pendant les quelques nuits où les conditions d'observation sont optimales, Jane et Caroline Schumacher viennent à l'observatoire du Mont Palomar. Les Schumacher sont à l'avant-garde d'un domaine relativement récent en astronomie qu'ils ont virtuellement créé, la chasse aux astéroïdes. Quand on a démarré notre programme en 1973, il y avait en orbite terrestre une douzaine d'astéroïdes connus. Ils avaient tous été découverts accidentellement en l'espace de quelques dizaines d'années. Nous avons alors commencé à chercher systématiquement pour en trouver d'autres. Aujourd'hui, nous savons que plus de 110 astéroïdes en orbite terrestre ont été repérés. Trouver des astéroïdes dans le ciel est un travail de longue haleine. Le télescope est mis en position pour photographier une portion du ciel nocturne définie avec précision. À chaque fois, plusieurs minutes d'attention constante sont nécessaires. 11, 12, 13, 14, open. On 34 minutes, 15 seconds. Une seconde photographie, prise quelques heures plus tard, est alors alignée sur la première. Résultat, on découvre la trace spectrale d'un astéroïde qui se précipite parmi les étoiles. Celui-ci a été découvert par les Schumacher en mars 1989. Il est passé à près de 800 000 km de la Terre, moins du double de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Un coup quasiment au but, mais pas inhabituel. Les Schumacher estiment qu'il existe à peu près 1500 astéroïdes de plus d'1 kilomètre de grandeur, dont les orbites chevauchent celles de la Terre. Mais Jane Schumacher pense que c'est quelque chose de plus grand qui est responsable du désastre qui a frappé les dinosaures il y a 65 millions d'années. Les objets qui font des cratères vraiment grands, des cratères d'une centaine de kilomètres de diamètre ou de 150 kilomètres de diamètre, qui produiraient une catastrophe globale, avec la matière qui serait éjectée et transportée tout autour de la Terre, ces objets sont principalement des comètes. Mon calcul optimal, c'est qu'un objet assez grand pour faire un cratère de 150 km serait une comète d'à peu près 10 km de diamètre, la dimension de la comète de Halley. Un objet de cette taille tombe sur la Terre en moyenne une fois tous les 100 millions d'années. Astéroïde ou comète? Si une énorme boule de rocher tombe du ciel, il n'y aurait pas que les dinosaures à en être affectés, non? Ici, à Zumaya, en Espagne, un groupe d'animaux marins est une autre preuve à prendre en considération. Ces animaux n'ont pas le moindre lien avec les dinosaures, mais ils ont disparu avec eux. Le docteur Peter Ward, de l'Université de Washington à Seattle, est venu à Zumaya faire le même recensement d'animaux marins que celui entrepris par Fatowski et Gabriel pour les dinosaures. Il s'intéresse aux ammonites, ces créatures marines autrefois abondantes. Voici une ammonite fossilisée en provenance de ces falaises. Si nous pouvions remonter le temps, nous verrions que c'était une créature qui nageait. Elle possédait sur l'avant une série de tentacules, semblables à celles du nautile des océans modernes. Pendant le Mésozoïque, ces créatures abondaient de façon ahurissante. Il en existait 12 000 espèces. Et bien que celles-ci soient petites, les plus grandes d'entre elles mesuraient 4 mètres de large. Elles auraient probablement pu vous faire beaucoup de mal si elles vous étaient tombées dessus. Ces créatures sont à ce point abondantes dans les mers du Crétacé que si nous y revenions, nous verrions qu'elles occupaient à l'époque la place de nos poissons contemporains.
Ici, à Zoumaya, la démarcation entre le Crétacé et l'ère tertiaire se dissimule dans une dépression qui court sous le surplomb d'une falaise. Jusqu'il n'y a pas longtemps, Peter Ward pensait que les ammonites se sont éteintes bien avant la fin du Crétacé. Mais ses dernières recherches révèlent un autre scénario. Cette ravine est composée d'une couche d'argile qui est la démarcation entre le Crétacé et l'ère tertiaire. Les roches sur lesquelles je suis assis sont du Crétacé. Les calcaires au-dessus de moi étaient les premières roches du tertiaire. Les ammonites sont nombreuses parmi ces roches et les dernières se trouvent à quelques centimètres de la démarcation. À la fin du Crétacé, elles étaient visiblement florissantes et produisaient de nouvelles espèces. Et soudain, sans avertissement, elles ont disparu. Au moment même où les dinosaures disparaissent de la surface terrestre, la vie marine subit une catastrophe similaire. Les ammonites et des populations entières de créatures marines, grandes et petites, disparaissent. Un astéroïde peut-il être à l'origine d'une telle dévastation? Voici le cratère du météore, dans l'Arizona. Il fait près d'1,5 km de diamètre. Il est le résultat de l'impact d'une météorite de quelques 50 mètres de diamètre. Pour que la théorie d'Alvarez se vérifie, la météorite qui a balayé les dinosaures doit être 220 fois plus grande. Supposons qu'elle l'ait été. Quel aurait été l'effet produit? Jay Meloche est théoricien. Il aime imaginer ce qui se passe lorsque de gigantesques rochers tombent du ciel. Nous voici à l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Je vous ai amené ici pour vous donner une idée de l'effet qu'aurait produit sur la Terre l'impact d'un astéroïde de 9,5 km de diamètre. Pour avoir une idée de ce que signifie vraiment 9,5 km de diamètre, imaginez que l'espace entre ici et ce pic au loin à l'horizon soit entièrement occupé par du rocher. Et imaginez encore que l'espace entre la surface de la vallée en dessous de nous soit entièrement rempli de rochers sur une hauteur de 9,5 km et que cette énorme boule se précipite vers la Terre à 80 000 km à l'heure. Et à cette vitesse-là, vous voyageriez d'ici à New York en 3 minutes. Lorsque l'astéroïde frappe le sol, il s'y enfonce en l'espace d'une seule seconde. Il ouvre un cratère, un trou hémisphérique dans le sol, qui atteint environ 10 secondes après l'impact un diamètre de 48 km. Il est à ce moment à 24 km de profondeur. Il est recouvert de débris portés au rouge qui fusent vers l'extérieur et forment un panache de fumée qui monte vers le ciel. À cet instant, le sol du cratère commence à remonter. Au même moment, le diamètre du cratère continue à augmenter. Il continue jusqu'à un diamètre de près de 160 km avant de s'arrêter. Ce qui se passe après est très intéressant. En plongeant dans le sol, l'astéroïde crée une pression équivalente à la pression du noyau terrestre. Sous ces pressions, l'astéroïde et une partie de la roche terrestre fondent, se vaporisent et s'épanchent hors du cratère sous la forme d'un panache ou d'un nuage de gaz et de poussière qui atteint une vitesse vertigineuse. Ce nuage se déploie à des vitesses semblables à celles des vitesses de libération de la Terre, en envoyant des débris qui sont renvoyés sur toute la surface terrestre.
Des trillions de minuscules particules de cette sorte rempliraient le ciel en irradiant de la chaleur vers le sol. Sur Terre, on ressentirait un effet semblable à celui d'un four qui chauffe au maximum pendant près d'une heure. Avec une telle radiation thermique, même les végétaux humides se dessécheraient et commenceraient à brûler spontanément, ce qui déclencherait des feux de forêt généralisés. Il existe des preuves que c'est effectivement ce qui s'est passé. Des millions de sphères microscopiques de carbone ont été retrouvées dans l'argile qui s'est déposée à la fin du Crétacé, de la suie en provenance d'une énorme conflagration. Et cette couche d'argile nous réserve d'autres surprises. Au service des relevés géologiques de Denver, Glenn Izett et son collègue Fred Little se servent d'un laser pour analyser des roches provenant de la démarcation Crétacé, ère tertiaire. Le laser vaporise l'échantillon de couches argileuses avec une méticuleuse précision. So the white spectra here is the Cretaceous marl. That's right. And that's superposed with the blue spectra here, which is the overlying impact layer. So where's the iridium, Fred? Okay, the iridium. Let me show you here. L'iridium, rare sur Terre mais commun dans les astéroïdes, s'est enfoncé dans le roc. Dans cet échantillon en provenance du Colorado, l'iridium est représenté par la pointe bleue la plus élevée. Et c'est typique de centaines d'autres trouvées de par le monde. Izett découvre que l'argile contient aussi d'inhabituels mais significatifs grains de quartz. Observé à la lumière polarisée, le quartz apparaît en général sans trait distinctif. Voici le quartz de la couche de démarcation. On voit ces lignes très bizarres dans le grain de quartz. Dans ce grain-ci, elles sont orientées dans cette direction et cette direction. On les appelle des lamelles de choc. Et le seul endroit où on les trouve dans les roches de la croûte terrestre, c'est sur des sites d'explosion nucléaire de grande intensité ou sur des sites connus d'impact de météores. De l'iridium, de la suie, du quartz ayant subi un choc, tous ces éléments tendent à prouver l'existence d'un impact d'astéroïde à la fin du Crétacé. Mais si un astéroïde a heurté la Terre, où est le cratère? Il devrait être d'une grandeur infiniment supérieure à celui de l'Arizona. Glenn Penfield est géophysicien et chercheur de pétrole. En 1970, il est au Yucatan. Il cherche des nappes de pétrole souterraines pour la Pemex, la compagnie pétrolière nationale mexicaine. Au cours d'une série de relevés aériens, il mesure de légères variations dans les champs magnétiques terrestres. Avec un peu de chance, ces variations pourraient révéler des structures pétrolifères sous la surface. Le boulot est des plus simples. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans son travail, quelque chose d'inattendu fait son apparition. Dès le début, lorsqu'on a rassemblé les données prises depuis l'avion, j'ai remarqué un modèle d'une extraordinaire symétrie dans les anomalies magnétiques. Par la suite, on l'a noté sur une carte et une image est apparue, celle d'une zone avec un matériau hautement magnétique. Il existait un gigantesque anneau d'anomalies magnétiques très intense de près de 70 km de diamètre, qu'on peut voir ici, sur la carte, avec des graduations très très fortes dans le champ. Plus loin, un anneau, un trait extrêmement subtil, d'un diamètre de près de 210 km.
Une espèce de configuration d'anomalie similaire est visible dans les données gravitationnelles. Nous voyons un anneau central de forte anomalie de gravité qui indique l'existence d'un matériau plus dense, ici, au centre, à nouveau sur une distance de près de 65 km, puis une baisse de gravité indiquant un matériau de moindre densité, puis finalement une autre zone à forte gravité de 180 km de diamètre. Cette zone avait été interprétée en termes de caractéristiques volcaniques, mais je n'avais jamais vu de zone volcanique présentant une symétrie de cette sorte à une pareille échelle. Ceci devait être le résultat d'un seul événement qui, à une époque, avait fixé à la fois la gravité et le champ magnétique dans cet arrangement extrêmement symétrique et extrêmement ordonné. Et l'explication la plus vraisemblable pour moi, c'était l'impact d'un gigantesque météore. Il n'y a pas de doute, Penfield a fait une importante découverte. Une immense structure circulaire de 200 km de diamètre à 800 mètres sous la surface du Yucatan. Penfield imagine un cratère à anneaux multiples, jusque et y compris une zone centrale surélevée et des anneaux concentriques. Mais où est la preuve physique, les roches réelles ? Nous n'avions pas le moindre échantillon pour le prouver. Nous avions cette excellente série de données géophysiques, mais pas les échantillons qui auraient pu établir une fois pour toutes qu'il s'agissait de la trace d'un gigantesque impact. Dans les années 50, la compagnie pétrolière fore des puits d'exploration en 2 endroits du Yucatan. Des échantillons de roches sont recueillis sur les 2 sites. Mais lorsque Penfield demande à les voir, on lui répond qu'ils sont détruits ou perdus. Il refuse d'abandonner et en 1982, Penfield part pour le Yucatan voir si certains échantillons de roches n'ont pas été abandonnés sur les sites. Il se rend d'abord au village de Sacapuk. Voici le puits numéro 1 de Sacapuk, ici, au milieu du village. Il a été assez facile de le retrouver. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus de cochons et j'ai creusé à la fois ici et dans la boue du puits qui a été forée là-bas. J'ai creusé à travers un bon tas de fumier de cochons vieux de 30 ans pour trouver la preuve évidente qu'il s'agissait d'un impact. Ce puits a été foré jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Pendant les 1000 premiers mètres, il n'y a qu'une monotone série de roches blanches calcaires. Puis les géologues du puits ont signalé une sorte de matériau verdâtre, brisé, sur une grande épaisseur. Et puis finalement, quelque chose qui ressemblait à du verre, une espèce de verre volcanique. C'est comme ça qu'on l'a décrit. Et c'est pour trouver un échantillon d'une de ces 2 roches, soit le matériau brisé verdâtre ou le verre, que je suis venu ici. Le site ne fournit rien d'essentiel. Penfield part donc pour Chicxulub, le village voisin. Il trouve le second site de forage sur les terres d'un domaine en ruine. Chicxulub number 1. Total depth 1,581 meters, 620.52. Le résultat final de toutes mes recherches à Sacapuk et à Chicxulub se montait à très peu de choses. J'avais quelques échantillons de ciment avec des éclats de roche qui pouvaient ou non provenir des puits. Ils n'étaient pas vraiment susceptibles d'être analysés de manière à démontrer que Chicxulub était un site d'impact, ce qui fait que, pour le moment, j'étais complètement coincé. Penfield fait un rapport et repart chercher du pétrole. Pendant ce temps, les Alvarez proposent leur théorie de l'astéroïde. À présent, tout le monde cherche le cratère, ailleurs qu'au Mexique.
Voici la rivière Brazos au Texas. En 1987, Alan Hildebrand, alors étudiant à l'université d'Arizona à Tucson, entend parler de la théorie des Alvarez. Il se lance dans ses propres recherches pour trouver un cratère vraisemblable. À l'époque, il n'a jamais entendu parler de Glen Penfield. Aujourd'hui, la rivière Brazos est à 320 km à peu près de la côte du Golfe. Il y a 65 millions d'années, la mer de la fin du Crétacé recouvrait cette zone. Ceci se trouvait à près de 170 mètres de fond. Le long des rives, nous voyons les fossiles d'ammonites et d'autres créatures marines qui vivaient en même temps que les dinosaures et qui se sont éteintes avec eux à la fin du Crétacé. Hildebrand sait que les rives cachent l'une des lignes de démarcation qui séparent le Crétacé du Tertiaire les plus inhabituelles au monde. Dans la plupart des endroits, les roches du Crétacé et celles du Tertiaire sont séparées par une très mince couche argileuse, une couche de pas plus de 1,3 cm d'épaisseur. Mais sur ces rives existe un intervalle plein de gravats épais de près de 1 mètre. La ligne qui sépare le monde des dinosaures de celui qui a suivi est extraordinairement nette. Cet affleurement montre une section de la démarcation entre Crétacé et Tertiaire. Mes pieds reposent sur les sédiments du Crétacé. Ceci, c'est de la boue déposée au fond d'une mer qui avait alors près de 170 mètres de fond. Et voici la base du Tertiaire. À partir d'ici, nous avons des sédiments représentatifs d'une époque où les dinosaures avaient disparu. Il y a à peu près 1 mètre de sédiments entre les deux, ce qui indique qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ici. En particulier, cette masse d'argile grise un peu indistincte. Vous pouvez voir qu'elle tourne comme ça, c'est une grosse pierre de près d'1 mètre de diamètre. Il est arrivé quelque chose qui a pu déloger cette argile grise des fonds marins du Crétacé pour venir la balancer ici. De semblables dépôts de gravats se retrouvent tout le long de la côte sud de l'Amérique du Nord, là où Crétacé et Tertiaire sont démarqués. La présence des couches de gravats et toutes celles le long de la côte sud de l'Amérique du Nord indique qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait exceptionnel ici, comme une gigantesque vague qui aurait déferlé sur tout le sud du continent. On n'arrive pas à imaginer comment une telle vague aurait pu se former, sinon à cause d'un impact dans l'océan. Ignorant toujours les travaux de Penfield dans le Yucatan, Hildebrand soupçonne d'abord qu'un phénomène circulaire sur le fond océanique au large de la côte de la Colombie pourrait être le cratère. Il recherche l'hématome laissé sur la surface de la Terre par une météorite. Puis, il entend parler d'un autre site, à Haïti. Il y a 65 millions d'années, cette région, comme celle qui entoure la rivière Brazos, se trouvait sous la mer. Dans les montagnes, près du village de Belloc, dans la péninsule méridionale de Haïti, existe une curieuse série de roches marines. C'est Florentin Maurras, un autochtone, qui les a découvertes. Il est aujourd'hui à Miami, à l'Université internationale de Floride. Voici mon site, c'est la formation Belloc. Les 2 tiers au fond forment la vallée, date du Crétacé, et au-dessus, c'est l'ère tertiaire. À quelques distances de la route, vous voyez une petite carrière, et c'est là qu'on a la démarcation Crétacé-tertiaire. Les scientifiques ont donné le nom de démarcation KT à la couche rocheuse qui s'est déposée à la fin du Crétacé. Maurras pense d'abord qu'il a trouvé les vestiges d'un ancien volcan. 15 ans plus tard, Hildebrand suggère que cela pourrait signaler la présence avoisinante d'un cratère d'impact.
Voici un autre morceau de la couche de démarcation. Elle est très distincte. Au fond, c'est du Crétacé. Et ici, la dite couche de démarcation. Et on va en prendre un échantillon pour voir à quoi ça ressemble. C'est à ce moment, en septembre 90, que cette série télévisée Les Dinosaures joue un petit rôle dans l'histoire. Les échantillons récoltés pour nous se révèlent être d'un intérêt particulier aussi bien pour Florentin Maurras que pour le géologue Glenn Izett. Voici un échantillon de la roche ramassée par Florentin Maurras et que l'équipe de production a ramené de Haïti. J'ai coulé du plastique autour de cet échantillon et je l'ai aplati, de façon à ce que l'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est cette zone ici, à la base de l'échantillon, près de 2 cm de grains épais d'un vert noirâtre. Observés au microscope, les grains ont une forme curieuse et particulière. Ils ressemblent à des tectites, des gouttelettes de matériaux fondus jaillis de la terre à cause d'un impact et figés ensuite sous cette forme. Une goutte de lait qui tombe dans un bol de liquide crée les mêmes formes. Les tectites dans la couche de démarcation prouveraient qu'un impact d'astéroïdes s'est produit à la fin du Crétacé. Izett regarde l'intérieur des grains. Il s'agit bien de verre noir, du vrai verre de tectite. Cela prouve qu'il y a vraiment eu un impact à la démarcation Crétacé-Tertiaire. Les tectites n'ont été retrouvés qu'associés à des impacts de grands astéroïdes ou de comètes. Pendant ce temps, Alan Hildebrand parcourt toujours la littérature scientifique à la recherche de mentions, de signes circulaires qui prouveraient l'existence d'un impact. Il tombe finalement sur l'article de Penfield consacré au cratère du Yucatan. Penfield y mentionne les échantillons de roches perdus. Où sont-ils? Hildebrand persiste dans ses recherches. J'ai écrit, j'ai téléphoné à des gens, j'ai parlé à des dizaines de personnes et finalement, avec l'aide de mes collègues, j'ai eu de la chance. Et j'ai trouvé une série d'échantillons qui étaient à la Nouvelle-Orléans depuis 20 ans. En avril 90, Hildebrand transmet l'information à Glenn Penfield qui se rend au département de géologie de l'Université de la Nouvelle-Orléans. Sa quête est presque arrivée à son terme. Elle aura duré 12 ans. Ceci est typique de la roche calcaire trouvée au puits numéro 2. Le puits, creusé à Chicxulub. Il y a des dizaines d'échantillons produits par la foreuse à mesure qu'elle progresse dans les 3000 mètres d'écorce terrestre. Tous sont à peu près pareils. Tous, sauf un. Ce dernier, provenant de la zone 301-303 mètres, est différent des autres. Il est vert, plein de fragments de roches antérieures brisées. La texture est totalement différente des autres exemplaires de calcaire présents sur toute la longueur du puits. Et cela signifie la présence d'une roche formée par des fragments de roches préexistantes, désordonnés, mélangés dans le désordre et brisés. Penfield expédie un échantillon à Alan Hildebrand pour qu'il cherche les éléments clés qui prouveraient l'impact d'une comète ou d'un astéroïde, de l'iridium ou du quartz choqué. Lorsque Glenn Penfield m'a envoyé les premiers échantillons qu'on avait retrouvés à la Nouvelle-Orléans, on a fait une séparation et on a trouvé du quartz choqué dans les deux échantillons.
Et bien sûr, avec la duplication et le soin qu'on prend à faire ces préparations, nous étions tout à fait sûrs que nous avions établi que ce quartz choqué s'était produit dans ce dépôt, en dehors mais près du cratère. Il était donc probable que le grand trou à côté était un cratère. Il y a des millions d'années d'ici, quelque chose s'est produit, une explosion titanesque qui a expédié sur des centaines de kilomètres des ondes de choc dans toutes les directions, transportant des débris dans un endroit aussi éloigné que la côte du Texas. Nous sommes ici au point zéro du cratère de Chicxulub. Il s'étend sur 90 km dans toutes les directions autour de nous. Il représente un des événements les plus cataclysmiques de l'histoire de la Terre. On l'a appelé Chicxulub à la fois à cause du village et à cause du premier puits foré dans la structure, mais aussi parce que Chicxulub dans l'ancienne langue maya signifie la queue du diable. Le cratère du Yucatan est au bon endroit et il a la bonne dimension. Mais est-il la bonne réponse? Les dinosaures sont peut-être déjà en voie d'extinction. 6 millions d'années avant la fin du Crétacé, il y a 61 espèces différentes de dinosaures. 2 millions d'années avant la fin du Crétacé, il n'y en a plus que 18. De nouvelles preuves sont arrivées récemment. Quelque chose a en effet heurté la Terre à la fin du Crétacé. La plupart des paléontologues répugnent pourtant à accepter l'idée que cet événement puisse être responsable de l'extinction des dinosaures. D'accord avec la théorie de l'astéroïde. Cela explique-t-il l'extinction des dinosaures? Il y a là comme un problème. Celui de la grenouille. Il existe des milliers d'espèces de grenouilles tropicales aujourd'hui et les grenouilles sont immortelles. Comme famille d'espèces, elles ne souffrent jamais d'extinction massive. Lorsque le mammouth s'est éteint, les grenouilles ont survécu. Lorsque les dinosaures ont disparu, les grenouilles ont survécu. Or, les grenouilles sont des animaux très délicats, très sensibles au changement de climat. Si vous heurtiez la Terre avec un astéroïde, que vous cachiez le soleil, vous congéleriez les grenouilles bien avant un gros animal. Qu'est-ce qui tue les gros animaux comme les dinosaures ou les éléphants? Que fait un éléphant et que la grenouille ne fait pas? L'éléphant circule. Le docteur Becker fait remarquer que les grands animaux terrestres, tels l'éléphant, parcourent d'énormes distances au cours de leur vie. Les dinosaures ressemblent aux animaux qui aujourd'hui se déplacent rapidement et qui sont capables de parcourir d'énormes distances. Et vers la fin du Crétacé, les dinosaures semblent s'être mis à voyager en grand nombre. Des langues de terre nouvellement formées relient des continents autrefois isolés et leur permettent, si tel est leur souhait, de voyager du Montana à la Mongolie. Ce qui a mis des espèces différentes de dinosaures en contact les unes avec les autres pour la première fois de leur histoire. Ce qui nous amène à la théorie de prédilection du docteur Becker sur l'extinction des dinosaures. Becker fait remarquer qu'à la fin du 19e siècle, une maladie, la peste bovine, s'est répandue depuis l'Asie jusqu'à l'Afrique, menaçant ainsi d'extinction près de 40 espèces d'antilopes africaines. De la même façon, argumente-t-il, les dinosaures qui ont franchi les ponts de terre sont ainsi exposés à de nouvelles maladies qui ont parfaitement pu semer le désastre au sein de ces populations. Comme les colons qui ont importé la rougeole aux Amériques, en se déplaçant, les dinosaures ont répandu la maladie et sont devenus ainsi les victimes de leurs propres besoins d'exploration. Personne ne sait ce qui est à l'origine de la disparition de ces animaux. Il n'y a pas de réponse plus vraisemblable qu'une autre. Mais ce que nous savons, c'est que la vieille image des dinosaures est fausse. Ce ne sont pas des balourds au cerveau microscopique. Ce sont des créatures merveilleusement variées. Certains se déplacent fièrement sur 4 pattes, d'autres sur 2. Certains ont le sang chaud. Beaucoup d'entre eux sont grégaires et sociables. Ils sont armés et prêts à se battre pour leur nourriture et à mourir pour défendre leurs petits. Le Tyrannosaurus rex, l'Iguanodon, le Deinonychus, le Stégosaure, morts et enterrés depuis belle lurette, continuent de parcourir librement nos forêts imaginaires. D'autres attendent, pétrifiés mais patients, de pouvoir à leur tour fasciner un jour les enfants
ou les scientifiques. Bon, d'accord. Les dinosaures se sont éteints. Des choses comme l'allosaure et toute sa géante parenté ont disparu. S'agit-il d'une tragédie pour tout le monde? Eh bien non. Si vous étiez petit, vous auriez survécu. Et si vous étiez petit et poilu, si vous aviez un nez qui remuait, des yeux en boutons de bottines comme ce gars-là, vous pouviez évoluer à l'intérieur d'une famille au milieu d'un merveilleux éventail de grands mammifères. Vous pouviez évoluer en élan, vous pouviez évoluer en oryctérope, en phacochère, en singe, en homme. L'homme doit donc sa réussite à l'extinction des dinosaures géants.